Bien, bonjour à tous. À la suite de l'introduction au cours de la semaine dernière, où je vous ai exposé à toutes fins utiles la distinction de 4 types de discours, vous avez été nombreux à me demander de continuer dans cette voie et à proposer d'autres outils et analyses linguistiques susceptibles d'être exploités dans le contexte actuel. Je n'ignore pas cependant qu'il est possible que votre désir de savoir sur ces questions en relation avec l'actualité se soit déjà un peu tari par rapport à la semaine dernière. L'avalanche de commentaires, l'interminable flot de paroles au sujet de Daesh, du terrorisme, de l'islamisme, du djihadisme, a fini par en exaspérer plus d'un. Et il est assez naturel, au fond, que vous ressentiez l'envie de parler et d'entendre parler de n'importe quoi, sauf de ces épouvantables et irritants événements du 13 novembre. À cela s'ajoute le fait que la vie contemporaine est dramatiquement indexée sur un présent très étroit. Tout cela date de plus de 10 jours, c'est déjà du passé, nous sommes passés à autre chose ou nous avons besoin de le faire. Je ne commenterai pas le contraste saisissant qui existe entre notre monde actuel, où l'empan temporel de ce qui existe se compte en jours, et l'irruption dans nos vies d'une idéologie qui se vit dans la continuité de pratiques médiévales de l'islam. J'espère donc ne pas vous ennuyer en revenant sur ces faits et sur les paroles ou actes symboliques qu'ils ont suscités. En tout état de cause, si je sens que cela ne vous intéresse plus, je n'insisterai pas et reprendrai le format habituel du cours en laissant tomber ces 10 minutes consacrées à l'actualité. Parmi donc les questions qui m'ont été posées la semaine dernière, je traiterai aujourd'hui celle de l'ambiguïté de certains symboles qui apparaissent sous une forme visuelle ou sous une forme langagière dans des formules ou des slogans. Je limiterai mon propos à 3 cas exemplaires, le drapeau français, le Bataclan et la terrasse. L'idée directrice de mon exposé sera la suivante. Il semble préférable, chaque fois qu'il est possible de le faire, d'éviter certaines ambiguïtés. Et le drapeau français, le slogan « Je suis en terrasse » et l'affichage d'une génération Bataclan en sont des exemples. Lorsque les ambiguïtés ne sont pas clairement levées par le contexte, quand elles véhiculent deux idées ou 2 messages contradictoires, et quand la contradiction transmise est relative aux clivages sociaux qui menacent aujourd'hui la société française. Commençons par le cas qui est sans doute le plus simple, celui du drapeau français. Je pense en particulier à l'ambiguïté de l'utilisation du drapeau français comme trame de fond d'une photo de profil Facebook, dispositif utilisé par de nombreuses personnes tout simplement parce que l'application Facebook la proposait. Une étudiante disait la semaine dernière qu'elle se sentait un peu gênée par l'idée de modifier ainsi sa page Facebook, tout en comprenant bien que d'autres le fassent, mais sans saisir vraiment d'où cette sorte de gêne chez elle pouvait bien provenir. Je vais tâcher de vous proposer une explication qui vaudra pour le cas particulier des réseaux sociaux, mais aussi au-delà pour tous les usages envisageables du drapeau français, dans le cadre d'un message ou d'une manifestation symbolique destinée à prendre position par rapport aux événements du 13 novembre. Le drapeau français, comme tout drapeau d'ailleurs, est un signifiant susceptible d'être associé à 2 grands types de signifiés ou de significations. D'une part, avec, disons, une forme de neutralité, le drapeau français renvoie à un sens non marqué, large, extensif de l'identité française. D'autre part, le même drapeau renvoie à un sens marqué, étroit, restrictif de la même identité. Il s'agit là d'un clivage bien repéré dans la société française qui se traduit par le fait qu'un certain nombre de nos contemporains éprouvent le besoin de définir un prototype de l'identité française qui exclut certaines mœurs ou certains modes de vie, dont en particulier ceux qui sont liés à la pratique de l'islam. Il ne m'appartient pas, bien sûr, de prendre position sur ce clivage, qui connaît d'ailleurs toutes sortes de nuances plus ou moins subtiles, mais simplement de constater qu'un seul et même symbole est susceptible d'interprétations très différentes, bien qu'elles ne soient pas entièrement dissociées, ce qui est, comme on l'a vu dans les cours précédents, caractéristique de ce qu'on appelle la polysémie. On peut donc être amené à se reconnaître dans le drapeau français pour des raisons très différentes. Soit pour manifester son attachement à un art de vivre spécifique mais assez ouvert, qui inclut notamment une ouverture a priori inconditionnelle à d'autres cultures, soit pour manifester son attachement à un art de vivre plus spécifique, éventuellement ouvert aux relations interculturelles, mais à condition
que ces contacts n'altèrent pas une sorte de socle identitaire qu'il est souvent difficile de définir avec précision, bien qu'ils correspondent chez certains à un sentiment réel de menace et d'inquiétude. Pour le formuler d'une manière caricaturale, le bobo ayant une sensibilité de gauche plus ou moins consciente ou assumée ne veut certainement pas dire la même chose que le militant du Front National lorsqu'il présente sa photo de profil Facebook sur un fond de drapeau français. Et bien sûr, cette ambiguïté n'existe pas quand le même symbole du drapeau est utilisé à l'étranger, par exemple, comme on l'a vu pour éclairer certains monuments. Car dans ce cas, l'ambiguïté entre l'identité neutre et l'identité identitaire ou chauvine, si l'on veut, est évidemment levée. Si l'on veut utiliser un symbole pour signifier le fait qu'on se sent concerné par ce qui arrive, il est donc préférable, si l'on est français, d'éviter le drapeau français forcément ambigu. Mieux vaut utiliser dans ce cas le symbole Peace and Love, transformé par une incrustation de la Tour Eiffel, qui présente l'avantage de ne pas véhiculer d'ambiguïté massive et qui a par ailleurs le mérite d'être une trouvaille au fond assez astucieuse. Bien sûr, ce symbole lui-même est chargé d'une signification, en l'occurrence de la signification, disons, pacifisme, puisque, je le rappelle, il a été utilisé dans les années 60 par le mouvement hippie pour s'opposer à la guerre du Vietnam. Mais il avait été créé à l'origine pour protester contre l'armement nucléaire. Ce symbole est par conséquent difficilement compatible avec l'orientation guerrière de la plupart des discours qu'on entend aujourd'hui. Je vous renvoie sur ce point à ce que je disais hier sur le mot guerre, tandis que, évidemment, le drapeau français, lui, est parfaitement cohérent avec une rhétorique martiale. Passons maintenant à la terrasse. L'ambiguïté est ici d'un autre ordre. Le slogan « Je suis terrasse » renvoie bien sûr à un autre slogan « Je suis Charlie ». Il y aurait toutes sortes de choses à dire sur la structure de ce slogan, et en particulier sur l'emploi du « je » générique. Mais je limiterai mon remarque aux 2 points suivants. D'une part, le problème que pose la création et le développement d'un slogan pour rendre compte du contexte actuel. D'autre part, l'ambiguïté elle-même. Sur le premier point, on comprend bien le caractère irritant de la sloganisation, si j'ose dire, de toute situation, aussi dramatique soit-elle, ce processus conduisant à transformer un drame en une sorte de produit qui procède d'une démarche de marketing. La création et le succès d'un slogan sont des phénomènes collectifs, qui relèvent donc d'une forme de cognition sociale et se traduisent par une identification de masse sur un objet symbolique, en l'occurrence ici une formule. Le problème principal, outre la critique générale du slogan, qui est presque toujours une manipulation et en outre fondée sur une réduction, un appauvrissement de signification, au sens où les mots dans ce cas perdent leur signification et leur épaisseur propre pour devenir une formule passe-partout. Le problème principal, donc, c'est que tout cela ressemble à une opération de communication qui est exactement de la même nature que celle constituée par les attentats eux-mêmes, qui ont en partie cette fonction de faire connaître la marque Daesh. Bien sûr, dans le cas de « Je suis terrasse », il n'y a pas à proprement parler de manipulation ni d'opération de communication, puisque ce genre de procédé suppose un auteur identifié, une instance à qui bénéficie l'opération, comme dans le cas d'une entreprise qui fait de la publicité pour vendre un produit. Mais il demeure que la forme du slogan renvoie immédiatement au processus de communication publicitaire et à tout ce qu'il véhicule d'exaspérant, ce qui explique que de nombreuses personnes refusent d'y adhérer, tandis que d'autres, sans doute sensibles à l'aspect communautaire, voire communiel du phénomène, répondent à cet appel où ils se reconnaissent. En un mot, tout cela renvoie au complexe de signification qui circule entre les mots communication, communauté et communion. Quant à l'ambiguïté de ce slogan, elle provient bien sûr du décalage entre la signification littérale de la formule « je suis en terrasse », c'est-à-dire « je suis tranquillement assis à boire un verre en bavardant avec des amis », et la signification, disons, militante de la formule, qui se veut un acte de résistance, pour employer un mot lui aussi devenu imprononçable tant il a été galvaudé. Ainsi, pour prendre l'illustration la plus caricaturale,
Paris Match titrait le 17 novembre, je cite, « Paris entre en résistance, je suis en terrasse ». Et il ne s'agissait pas de second degré, évidemment. Je n'insisterai pas car le problème est évident, il y a un décalage insupportable entre le dilettantisme véhiculé par le sens littéral du slogan et ce qu'il prétend véhiculer comme réaction aux attentats terroristes, même s'il est vrai que d'une certaine façon la terrasse de café fait partie du mode de vie occidental stigmatisé par les extrémistes. Je termine rapidement avec le cas de la génération Bataclan. Là aussi, la mise en circulation de cette expression présente les aspects dérisoires de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une opération de marketing. Ici, l'ambiguïté principale vient du fait que cette expression opère une sélection parmi les victimes. L'expression « génération Bataclan », même si elle se veut intégrante, exclut par sa dénomination, d'une part les victimes qui n'étaient pas présentes au Bataclan et d'autre part les victimes qui n'appartiennent pas à la tranche générationnelle visée, qui est caractérisée par le quotidien Libération par la série d'adjectifs, je cite, « jeune, festif, ouvert, cosmopolite ». Bon, il n'y a pas besoin ici d'un cours de linguistique pour comprendre que ce recadrage sur une toute petite partie de la population accentue un clivage social déjà trop marqué dans notre pays. Je dirais, pour conclure donc, qu'il est préférable d'éviter ces manifestations symboliques trop ambiguës pour être vraiment efficaces, ou encore qui ont des effets collatéraux assez destructeurs, au fond, en termes de liens sociaux, alors qu'elles voudraient susciter le rassemblement. D'une manière plus générale, je ne saurais trop vous enjoindre à la plus grande méfiance lorsque vous êtes confronté à des expressions linguistiques qui sentent l'opération de communication, qu'elles soient publicitaires ou clairement politiques. Il y a trop de pièges subtils et invisibles du prêt-à-penser pour accepter de se laisser berner quand les ficelles sont tellement grosses qu'on pourrait s'y pendre. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Maintenant, s'il y a des réactions, si je veux bien qu'on les entende, mais sinon, eh bien, on va passer au cours. On va reprendre le fil du cours tout à fait normalement. Bon. Alors, donc, je reprends le fil du cours et je rappelle le plan, qui était le plan du début de l'année, mais je pense que on va s'arrêter sans doute à la sémantique grammaticale. Les autres points, il est peu probable que j'en parle, c'est pas très grave, hein, je veux dire que vous aurez eu quand même un aperçu de certaines approches sémantiques, j'en dirai un petit mot rapidement, mais sans développer les sujets. Donc, on va commencer aujourd'hui la sémantique grammaticale. Ça n'est pas un hasard, ça n'est pas juste parce que le cours a un peu traîné qu'on a beaucoup parlé de la sémantique lexicale. Je l'ai déjà suggéré. La raison qui explique qu'on ait passé beaucoup de temps sur la sémantique lexicale, c'est que dans l'analyse sémantique, les unités lexicales sont vraiment les unités majeures de base pour construire le sens. Hein. Ce ne sont pas les seules, bien sûr, mais ce sont les unités de base. Et donc, c'est là où c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement important de bien comprendre, et ce sont, parmi tous les facteurs qui contribuent à la signification, vraiment les facteurs principaux. D'ailleurs, vous voyez dans les petits commentaires que j'ai faits à plusieurs reprises sur l'actualité politique, je parle presque toujours de problèmes de sémantique lexicale. Alors, je commencerai donc en premier lieu par vous montrer la difficulté de trancher clairement, d'établir une frontière nette entre sémantique lexicale et sémantique grammaticale. Et puis ensuite, je vous présenterai une première approche de la sémantique grammaticale qu'on commencera à travailler aujourd'hui et qu'on poursuivra sans doute un petit peu la semaine prochaine, qui est l'approche guillaumienne. Alors, une première remarque avec cette citation de Leibniz qui est voyez, reprise par plusieurs auteurs, Brondal en 1950, repris par Cadio en 1997. La doctrine des particules est importante. Alors, ce qu'il appelle les particules ici, ce sont les mots grammaticaux, si l'on veut. Je voudrais qu'on entre dans un grand détail là-dessus, car rien ne serait plus propre à faire connaître les diverses formes de l'entendement. Donc,
Je vous ai donné cette citation à titre liminaire parce que cela montre que, et ça n'est pas du tout contradictoire avec ce que je viens de dire au sujet de la sémantique lexicale, mais ça veut dire que les mots grammaticaux, même si ce sont de tout petits mots, même si leur sens est assez abstrait et difficile à saisir, eh bien ce sont des mots qui jouent un rôle fondamental pour traduire en quelque sorte, pour révéler, quand on les analyse, le fonctionnement de l'esprit humain. Ce que Leibniz ici caractérise en parlant des formes de l'entendement. Et on le verra en particulier avec Guillaume, hein, pour Gustave Guillaume, ce qui se passe dans les mots grammaticaux est révélateur d'opérations profondes de l'esprit humain et d'opérations qui ne peuvent s'observer que dans le cas des mots grammaticaux. Alors, ce qu'on avait vu dans les tout premiers cours, c'est qu'il y a eu, semble-t-il, une opposition assez simple entre la sémantique grammaticale qui renvoie aux mots lexicaux, c'est-à-dire nom, verbe, adjectif, adverbe, et puis la sémantique grammaticale qui renvoie aux mots grammaticaux, c'est-à-dire déterminant, conjonction, pronom, préposition, mais aussi aux morphèmes flexionnels et dérivationnels. Hein. Morphèmes flexionnels, c'est-à-dire marque de genre, de nombre, morphèmes de la conjugaison verbale, et morphèmes dérivationnels, ce sont ceux dont nous avons parlé dans les cours précédents, préfixes, suffixes, etc. Bien. Alors, cette situation qui correspond, si vous voulez, à ce qu'on présente en général dans la grammaire traditionnelle ou dans la grammaire scolaire, et bon, c'est une distinction, il faut quand même, je veux dire, pour ceux d'entre vous qui allez peut-être devenir professeur des écoles ou professeur de français, il faut la poser, cette distinction, hein, même si elle est insuffisante quand on fait une analyse linguistique plus approfondie. Il faut bien sûr, pour des enfants ou pour des gens qui apprennent la grammaire au début, il faut poser des repères assez clairs, quitte à complexifier la situation ensuite. Hein. Donc ce que je vais dire n'exclut pas que d'un point de vue pédagogique, on utilise ces distinctions entre mots grammaticaux et mots lexicaux. Mais la réalité linguistique est beaucoup plus complexe. Pourquoi ? Eh bien parce que, oui, les noms relèvent de la sémantique lexicale, mais il y a toutes sortes de phénomènes qu'on appelle de grammaticalisation. Par exemple, vous savez peut-être que le mot « pas » dans la négation « ne pas » vient du substantif « pas », hein, comme faire un pas, faire deux pas, etc. Donc il y a une sorte de frontière entre le mot lexical et le mot grammatical, et c'est toute une thématique de recherche très très active depuis un certain nombre d'années, qui est celle de la grammaticalisation. Hein, tous les cas où un mot lexical devient un mot grammatical. Bon. Certes, les verbes relèvent de la sémantique lexicale, mais les auxiliaires, est-ce qu'ils sont encore porteurs de sens, bien qu'ils soient des verbes, hein? Le mot faire, par exemple, il y a tout un travail fait par justement d'ailleurs un linguiste guillaumien qui s'appelle Thierry Pochon, sur le mot faire, sur le verbe faire, entre, je ne me souviens plus quel est le titre exact de son livre, mais c'est faire entre lexique et grammaire, le mot lexical et le mot grammatical. Hein. Donc faire, lorsque vous l'utilisez comme une sorte d'auxiliaire, devient un peu grammatical, et lorsque vous l'utilisez au sens de fabriquer, hein, eh bien ça devient un mot lexical. Les adjectifs, oui, ce sont des mots lexicaux, mais on trouve encore en usage certaines dénominations qui sont en principe maintenant beaucoup moins utilisées, d'adjectifs possessifs, adjectifs démonstratifs. Si on parle d'adjectifs possessifs, d'adjectifs démonstratifs, on est obligé, et on trouve ça dans les anciennes grammaires scolaires, d'opposer les adjectifs lexicaux aux adjectifs grammaticaux. Hein ?
Donc la catégorie de l'adjectif peut être aussi un peu douteuse quant à l'opposition lexicale grammaticale. Les adverbes, oui, un adverbe comme rapidement, lentement, etc. est un mot lexical, mais des adverbes comme si ou très ont un sens, les adverbes intensifs, hein, ils ont un sens lexical très léger, c'est juste une idée d'intensité, un marqueur d'intensité. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus grammatical que lexical. Bien, je m'interromps un instant. Mademoiselle, si vous avez autre chose à faire, vous n'êtes pas obligé de venir. Hein, personne n'est obligé de venir à ce cours. Vous venez si vous voulez. Vous avez les enregistrements, les PowerPoint. Donc, si vous avez autre chose à faire, vous pouvez ne pas venir. Bien, donc, j'en étais où j'en étais aux adverbes, voilà. Donc, les adverbes aussi, certains adverbes ont l'air d'être assez grammaticaux. Du côté maintenant de la sémantique grammaticale, bon, d'accord, les déterminants sont des mots grammaticaux, le, un, etc. Mais quand on a un déterminant complexe du type une foule de, au sens de beaucoup de, il y a bien un mot lexical à l'intérieur. Et puis c'est la même chose pour les locutions conjonctives. Les conjonctions que, qui, etc. sont des mots grammaticaux, mais lorsque vous avez en attendant que ou par conséquent comme locution conjonctive, là on a un mot grammatical certes, mais qui inclut un mot lexical. Même chose pour des pronoms comme l'autre, le même. Bon, c'est peut-être un peu moins douteux, mais on est aussi là au bord du mot purement grammatical. Même chose pour les prépositions, il y a des locutions, il y a des prépositions comme à et de, qui sont clairement des prépositions avec un statut de mot grammatical, mais des locutions prépositionnelles comme sous réserve de, parallèlement à, et il y en a un très grand nombre, eh bien, ce sont des mots qui fonctionnent comme des mots grammaticaux, mais qui contiennent un sens lexical. Bon, pour les morphèmes flexionnels, là, ça semble assez clair que ce sont uniquement des mots grammaticaux, bien que j'ai une doctorante qui en ce moment travaille sur la valeur lexicale du genre, sur le fait que dire quelque chose au féminin, c'est pas juste une marque flexionnelle, ça engage aussi un certain nombre de représentations. Et puis, dans les morphèmes dérivationnels, oui, certains morphèmes dérivationnels sont des mots grammaticaux, mais vous avez, par exemple, des préfixes qui ont une valeur lexicale. Euro, dans Eurogroupe, etc., par exemple, c'est un préfixe qui a une valeur lexicale. Bon, donc, la frontière entre les mots lexicaux et les mots grammaticaux est tout de même plus compliquée que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Alors, on a quand même des critères classiques, je vous en donne quelques-uns. Les mots grammaticaux sont en inventaire clos, c'est-à-dire il y a une liste fermée des mots grammaticaux. Alors c'est vrai tant qu'on ne met pas les locutions dans les mots grammaticaux. Parce que si on considère que les locutions prépositionnelles, par exemple, sont des mots grammaticaux, là, l'inventaire n'est pas clos. Alors, l'inventaire est clos au sens où, par exemple, vous avez, je sais pas, dans n'importe quelle grammaire, quand vous regardez le chapitre sur les articles, vous avez les articles, article défini, indéfini, partitif, article 0, point. Vous avez une liste fermée, un nombre d'articles qui est limité. Donc, donc même ce critère qui a l'air assez net fonctionne dans certains cas, mais pas dans d'autres. Oui, pardon, là j'ai mis inventaire limité, mais je voulais dire inventaire non limité. Je vais corriger tout de suite parce que sinon je vais oublier. Inventaire non limité. C'est-à-dire que, bien sûr,
on peut créer des mots nouveaux tout le temps. Hein. Ensuite, deuxième critère, les mots grammaticaux. Donc ce premier critère, hein, il est valable dans certains cas. On comprend bien à quoi il renvoie, hein, au fait que globalement, effectivement, en dehors des cas des locutions, ou alors par exemple pour les déterminants complexes du type un groupe de, une foule de, une masse de, parce qu'à la limite vous pouvez une tripotée de, je sais pas, enfin, vous pouvez en inventer autant que vous voulez, des séquences qui vont avoir le statut d'un déterminant. Hein. Bon, donc si on exclut ce cas-là, il y a une base d'inventaire de mots grammaticaux qui est close. Mais quand même, je veux dire, ces locutions, etc., ce ne sont pas des phénomènes marginaux, hein, ce sont des phénomènes quand même très importants dans les langues. Donc le critère est un peu bancal. Bon. Ensuite, deuxième critère, les mots grammaticaux seraient des mots outils ou sémantiquement légers, subduits ou vides. Alors, le fait que les mots grammaticaux soient des mots vides, c'est une expression due à Ténière, Lucien Ténière, un linguiste tout à fait intéressant, qui utilisait cette formule pour dire que, par exemple, alors évidemment c'est une réalité qui n'existe plus aujourd'hui, mais il disait que dans un télégramme, par exemple, on conserve la signification en enlevant tous les mots grammaticaux. C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'à l'époque, les télégrammes étaient, payants en fonction du nombre de mots, je suppose. Hein. Ah, bon, on va vérifier, mais je pense que c'était le cas. Donc, au lieu de dire j'arrive à la gare de Lyon à 8 heures, on disait arrive, gare Lyon, 8 heures. Oui. Et puis on comprend très bien de quoi il s'agit. D'où l'idée, pour tenir, que ces mots sont vides de sens, c'est-à-dire, ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils ne contiennent pas du sens lexical. Hein. Bon, la dénomination mot sémantiquement léger ou subduit versus non subduit renvoie à la théorie guillaumienne, j'en parlerai donc tout à l'heure. Là, c'est une distinction subduit ou non subduit. Je la présente ici parce que le tableau s'y prête comme une opposition binaire, mais en fait c'est un continu. Hein. Il y a une continuité, c'est-à-dire que cette opération de subduction qu'on peut décrire en première approximation comme une opération d'allègement sémantique ou d'évidement sémantique, c'est-à-dire que vous avez un sens un peu plein, et ce sens plein, il va être peu à peu évidé, c'est-à-dire rendu plus abstrait, plus léger, etc. Hein. Par exemple, quand on passe de faire au sens de fabriquer à un sens de factitif, faire quelque chose, etc. Ou alors, quand on passe de être au sens d'exister, je pense donc je suis, donc sens plein du verbe être, au sens grammatical de l'auxiliaire dans je suis terrasse, par exemple, pour revenir sur cet exemple. Bon. Donc, l'opposition entre mots sémantiquement légers ou subduits et mots pleins ou subduits, elle présente moins de défauts que la précédente parce qu'elle représente en fait un continuum des degrés de plénitude, si vous voulez, ou d'évidement sémantique. Bon. Et puis il y a un autre critère qui est l'idée que les mots grammaticaux seraient plutôt, c'est une caractérisation plutôt qu'un critère, mais bon, les mots grammaticaux sont plutôt des marqueurs relationnels, ils ont un sens instructionnel, c'est-à-dire ils donnent des instructions à partir du sens lexical porté par les autres mots, tandis que les mots lexicaux, donc, sont des unités autonomes par opposition à relationnelles, et qu'elles ont un sens référentiel. Bon, cela dit, je laisse de côté le fait qu'il existe certains mots lexicaux qui ont une valeur instructionnelle, mais ça existe. Alors, un exemple donné par Bernard Victory dans un article intitulé « Le sens grammatical », que je peux vous l'indiquer, si vous voulez,
Mais il a une partie, toute l'introduction, le début de l'article est tout à fait accessible, à mon avis, vous pouvez le lire, mais le reste me semble assez technique et un peu difficile pour vous, donc je ne voudrais pas vous effrayer en vous donnant cet article à lire. Bon, écoutez, je vais y réfléchir et je verrai si je le mets. De toute façon, vous pouvez très bien ne pas lire ou lire uniquement le début, qui est une introduction assez bien faite sur cette distinction dont je m'inspire d'ailleurs un peu dans ce cours, une introduction assez bien faite sur la question de l'opposition entre sens grammatical et sens lexical. Alors voilà, il donne exemple du mot bien. Dans le cas de bien, par exemple, ce découpage, donc c'est le découpage entre le lexical et le grammatical, ne correspond pas à une classification sur une base sémantique. On aurait plutôt tendance à opposer du côté lexical la valeur de possession à un bien, c'est-à-dire quelque chose que je possède, un bien, par exemple une maison c'est un bien, une valeur de satisfaction, cela fait du bien, et la valeur éthique que l'on retrouve aussi bien dans le nom, faire le bien, l'adjectif, c'est un type bien, et certains emplois adverbiaux. Il s'est très bien comporté. Tout ça, donc, du côté lexical. Et du côté grammatical, on aura des valeurs de degré, il a bien bu, de renforcement d'une assertion, c'est bien son écriture, au sens de c'est effectivement son écriture, ou de concession, j'écrirai bien, mais... Alors, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est est-ce qu'il s'agit de polysémie ou d'homonymie? Est-ce qu'au fond, entre le mot lexical et le mot grammatical, entre bien lexical et bien grammatical, il y a suffisamment de liens pour qu'on puisse parler de polysémie, ou bien est-ce qu'il s'agit d'homonymie? Alors, la réponse de Victory, c'est que, bien sûr, il faut plutôt parler de polysémie ici. Alors, cette réponse, je vous la donne en vous indiquant, du coup, deux principes importants à avoir à l'esprit lorsqu'on traite de la distinction entre le lexical et le grammatical. Premier principe, la distinction grammatical-lexical n'est pas une propriété binaire, mais plutôt un gradient le long d'un continuum. En donner une bonne définition ne consiste pas forcément à privilégier l'un des critères possibles de manière à fixer une frontière précise dans ce continuum. Au contraire, une bonne définition doit rendre compte du caractère graduel de cette propriété et expliquer pourquoi toute dichotomie comporte inévitablement une part d'arbitraire. Donc, le premier principe, mais je l'annonçais un tout petit peu tout à l'heure quand je vous ai parlé de cette opposition non binaire entre subduit et non subduit, c'est que la distinction lexicale-grammaticale, ça n'est pas une distinction nette. Il y a un continuum avec des choses plus ou moins, des choses clairement grammaticales, des choses clairement lexicales, et puis des choses qui sont un peu entre les deux. Et deuxièmement, il ne s'agit pas d'une propriété qui doit être attachée à une unité en tant que telle, mais plutôt à certains emplois d'une unité. Une même unité peut jouer un rôle plus ou moins grammatical ou lexical, suivant les énoncés dans lesquels elle s'insère. Bien sûr, il faut rendre compte aussi du fait que certaines unités ne permettent que des emplois d'un certain type, et que certaines autres exhibent une tendance plus prononcée vers l'un ou l'autre des pôles. Mais il n'y a aucune raison de postuler une homonymie, du moins sur la base de cette seule distinction, même quand l'unité peut changer de catégorie grammaticale suivant ses emplois. Donc vous voyez que, et ce deuxième cas de figure s'applique bien, enfin ce deuxième principe s'applique bien au cas de bien qu'on a vu tout à l'heure, où effectivement, on ne peut pas dire que le mot bien en tant que mot est un mot grammatical ou un mot lexical. Sa valeur grammaticale ou sa valeur lexicale va dépendre de son emploi. Donc, le fait que le mot soit grammatical ou lexical dépendra des usages qu'on en fait. Et puis, donc, il y a cette idée que c'est plutôt un rapport d'homonymie que de polysémie qui existe
c'est plutôt un rapport de polysémie, pardon, que d'homonymie qui existe entre ces deux séries de significations, la série grammaticale et la série lexicale. Alors, maintenant, je vais donc vous présenter une approche dans le cadre d'une théorie particulière, une approche clairement marquée par la sémantique grammaticale, qui est celle de Gustave Guillaume. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu des cours sur la théorie de Gustave Guillaume? Non? Vous n'avez jamais entendu parler de cet auteur encore? Bon, eh bien, ce sera l'occasion. Alors, voici Gustave Guillaume, né en 1883, mort en 1960. Alors, je donne quelques indications biographiques et bibliographiques aussi, parce qu'il s'agit d'un auteur assez particulier dans sa biographie. Gustave Guillaume, qui est en fait le plus grand linguiste français, qui est le seul linguiste français qui a donné son nom à une école qui s'appelle la psychomécanique du langage, ou à un courant qui s'appelle le guillaumisme. C'est un autodidacte en fait, pas du tout quelqu'un qui a suivi une carrière de professeur en province, puis à la Sorbonne, puis je ne sais quoi au Collège de France, etc. C'est quelqu'un qui était employé de banque, qui travaillait dans une banque et qui gérait des portefeuilles de clients, et il avait comme client Antoine Meillet, qui était un linguiste très, alors lui en l'occurrence très connu et très installé dans l'institution universitaire de l'époque. Et en 1909, Antoine Meillet propose à Gustave Guillaume, avec qui, je ne sais pas, on imagine qu'il a sympathisé, il a trouvé que ce jeune homme était intéressant, qu'il avait l'air intelligent et que les questions de langage semblaient l'intéresser. Donc il a proposé à Gustave Guillaume, donc qui avait 26 ans à l'époque, d'aller suivre ses cours à l'école pratique des hautes études. 10 ans après, en 1919, Guillaume publie son premier livre. Un livre absolument magistral qui a vraiment marqué les esprits à l'époque. Un livre intitulé « Le problème de l'article et sa solution dans la langue française », où il essaie d'expliquer pourquoi l'article apparaît à un moment donné dans la langue française alors qu'il n'y a pas d'article en latin. Et que vous savez bien que historiquement, le français est issu du latin. Comment se fait-il qu'à un moment donné, les locuteurs du français aient ressenti le besoin de créer un mot qui n'existe pas dans la langue mère, le latin, et donc de créer l'article. C'est quand même une chose extraordinaire. Pourquoi ça? Pourquoi on a un article en français? Il y a des tas de langues qui n'ont pas d'article, qui s'en passent. À quoi sert? Autrement dit, l'exemple du français revenait à poser la question plus générale, à quoi sert l'article dans les langues qui ont un article? Pourquoi il y a des langues avec article et des langues sans article? D'où le titre, le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Pour Guillaume, l'invention de l'article en français vient résoudre un problème qu'il appelle un problème de pensée. Et ce problème de pensée, bon, je ne peux pas vous l'expliquer là parce que ça serait un petit peu trop long et ça sortirait un peu du cadre du cours. J'en reparlerai un petit peu lorsque je vais vous parler du système de l'article, puisque comme l'article est un mot grammatical, on est quand même dans le chapitre de la sémantique grammaticale, mais grosso modo, l'article devient utile dans une langue à partir du moment où les locuteurs de cette langue perçoivent une sorte de distinction entre ce que Guillaume appelle le nom en puissance et le nom en effet. Autrement dit, le pur concept est l'emploi de ce mot dans une situation particulière. Cette distinction entre, par exemple, le concept de table
en général ce que le mot table hors emploi, donc le mot avant qu'on l'ait employé, hein, tel que par exemple il est défini dans le dictionnaire. Le contraste entre le mot non encore employé et le mot que j'emploie dans un énoncé en disant cette table est magnifique, cette table est cassée, etc. C'est cela, cette transition entre le nom dit en puissance et le nom en effet. Et donc, Guillaume explique en gros quelque chose comme une sorte de théorie de la référence dans des conditions un petit peu particulières. Voilà, je vous en reparlerai peut-être un peu à une autre occasion. Ensuite, il publie, encore 10 ans après, un livre qui a, disons, marqué le départ de son modèle théorique. Le premier livre, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, est un livre un peu à part dans l'œuvre de Guillaume, qui aborde les problèmes dans un cadre extrêmement intéressant. C'est au fond, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce genre de questions, c'est au fond un traité de stylistique de l'article. Il analyse en détail toutes sortes d'emplois des articles français, et c'est vraiment passionnant dans le détail de l'analyse des exemples aussi, hein, au-delà de la théorie. Mais à cette époque-là, il n'a pas encore élaboré son modèle théorique. Son modèle théorique, il va l'élaborer à partir de la publication de Temps et Verbe, donc un livre consacré au système des temps et à la valeur des temps. Donc vous voyez que là aussi, on est dans une question de sémantique grammaticale, puisqu'on s'intéresse au sens des temps verbaux. Donc, la question du sens de l'article et de l'utilisation de l'article, la question du sens des temps et des modes verbaux, vous voyez que ce sont deux questions massives de la sémantique grammaticale. D'où le fait que Guillaume soit, au moins dans un contexte français, une référence absolument obligée lorsqu'on parle de sémantique grammaticale. Bon, alors ensuite, je vous donne les premiers articles là qu'il a publiés. Donc, vous voyez que c'est à nouveau sur la question des temps, là, c'est de l'aspect, hein, théorie psychologique de l'aspect. Je reviendrai sur cette dimension psychologique, thème de présent et système des temps. Et puis, en 1938, il devient chargé de conférences, hein, donc chargé de cours, si vous voulez, à l'école pratique des hautes études. C'est la seule fonction universitaire qu'il occupera. Une fonction donc très peu prestigieuse, hein, juste il est chargé de cours. Alors, je ne vais pas commenter cela, mais vous regarderez en détail si ça vous intéresse. Ensuite, il publie toutes sortes d'articles, en particulier dans une revue qui existe toujours et qui est très intéressante, qui s'appelle Le Français moderne, hein, Le Français moderne. Il décède en 1960. Et à son décès, on dispose de 60 000 pages, 60 000 feuillets manuscrits, qui ont été déposés au Québec, à l'université Laval, parce qu'un de ses élèves de l'époque, qui s'appelle Roquevalin, a été désigné par Guillaume comme son légataire. Alors, à partir de ces feuillets, on a commencé à publier qui s'appelle les leçons de linguistique de Gustave Guillaume. Donc ce sont ses cours, hein, qu'il a donnés au Collège de France. Et actuellement, on en est à 23 volumes. Donc c'est une œuvre considérable, vous voyez. Bon, il y a beaucoup de répétitions d'un volume à l'autre, mais ce qui est assez passionnant, c'est que vous avez vraiment le texte des cours. C'est comme si vous suiviez les cours de Guillaume. Et je crois qu'une trentaine de volumes sont prévus pour que l'ensemble soit publié. Je signale également un ouvrage qui a paru en 1964 et qui a été réédité ensuite, qui s'appelle Langage et sciences du langage, qui est aussi une référence importante de la linguistique guillaumienne. C'est un recueil des articles qu'il a publiés. Un recueil des articles qu'il a publiés dans les différentes revues. Donc tous ces articles-là que vous avez, que j'ai énumérés dans ces deux diapositives, vous les avez
dans langage et sciences du langage. Ensuite, en 1973, apparut un autre livre qui s'appelle Principes de linguistique théorique, alors qui est probablement le livre le plus accessible si l'on veut s'initier à la linguistique guillaumienne. C'est en fait un recueil de petits extraits des cours de Guillaume, donc qui sont publiés intégralement dans les leçons, des petits extraits classés selon des chapitres qui abordent toutes sortes de questions de linguistique générale et de linguistique théorique. Donc c'est un ouvrage assez abordable et à mon avis, c'est toujours celui que je conseille en premier pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient aller plus loin dans la connaissance de cette théorie linguistique. Ensuite, 3 ouvrages ont été publiés à partir des notes de Guillaume, 2 volumes de Prolégomène à la linguistique structurale, et puis un volume intitulé Essai de mécanique intuitionnelle. Voilà. Alors, avant de commencer, avant d'entrer dans le détail, juste, ça me fait penser à une chose. Je vous en reparlerai sans doute à la dernière séance du cours, puisque en principe, je ne vous revois pas au 2e semestre. Hein, je ne crois pas avoir de cours avec vous au 2e semestre. Donc, je voulais quand même vous dire un mot pour ceux d'entre vous qui seraient en master l'année prochaine. Je souhaite que vous soyez tous en master 1 l'année prochaine, bien sûr. Pour ceux d'entre vous donc qui auraient envie de faire un mémoire en sciences du langage, eh bien, vous pouvez, avec moi ou d'ailleurs avec d'autres professeurs ici, faire un mémoire sur un sujet qui tourne autour de cette théorie linguistique. Hein. Donc un sujet sur la linguistique de Gustave Guillaume, sur l'approche guillaumienne de toutes sortes de questions, bon, bien sûr, ça suppose que vous appropriez peu à peu cette linguistique, hein, ce qui n'est pas très facile au début, mais ce qui est extrêmement intéressant. Donc, si vous voulez, en un mot, c'est tout simplement parce que c'est une de mes spécialités, cette théorie, donc en dehors de l'analogie d'autres sujets, mais bon. Donc là, pour ma part, en tout cas, j'accueillerais volontiers des étudiants qui souhaiteraient travailler en mémoire de master sur des questions liées à la linguistique guillaumienne. Hein. Bon, mais je vous en reparlerai plus tard. Il y a un sujet intéressant auquel je pensais récemment, un sujet qui est un peu à la frontière entre la linguistique et la sociolinguistique, c'est la question de savoir quelle est l'image de cette théorie linguistique aujourd'hui en France. Donc ça pourrait être assez intéressant de faire un mémoire à partir d'une enquête auprès à la fois des étudiants, des professeurs, etc., pour savoir qu'est-ce que représente la linguistique guillaumienne pour eux, est-ce qu'ils la connaissent, qu'est-ce qu'ils en connaissent, qu'est-ce qui semble intéressant, etc. Il y aurait un mémoire, au moins de Master 1, intéressant à faire, qui serait, vous voyez, à la frontière entre une méthodologie de l'enquête un peu sociologique et puis un problème de linguistique qui est donc une théorie comme celle-ci. Bien, alors, je vais donc procéder de la façon suivante. Je vais d'abord vous exposer quelques concepts de base de cette théorie, et puis ensuite, on examinera 3 grands systèmes, puisque le concept de système est central dans la linguistique guillaumienne, 3 grands systèmes qui sont le système du mot, le système de l'article et le système verbo-temporel. Je précise aussi, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, que ce type de modèle est extrêmement utile pour traiter au CAPES ou à l'agrégation les questions de grammaire. Hein, les questions de syntaxe du type étudier que dans le texte, étudier le verbe être dans le texte, étudier les emplois du présent ou de l'imparfait, etc. dans le texte. Pour tout ce genre de questions qui sont les questions traditionnelles du CAPES et de l'agrégation, eh bien, le modèle guillaumien est extrêmement efficace et très très utile. Alors,
Commençons donc par quelques concepts de base, quelques concepts élémentaires de la psychomécanique du langage, et en premier lieu par donc le paramètre temporel, parce que c'est ça la grande invention, la grande originalité de Gustave Guillaume, c'est d'avoir introduit le temps dans la description linguistique, ou si vous préférez, d'avoir intégré le paramètre temporel au nombre des paramètres descriptifs métalinguistiques. Alors, voilà ce qu'il dit dans la leçon du 3 mars 1939. J'ai brièvement indiqué en terminant ma dernière leçon le principe sur lequel je me proposais d'entreprendre l'étude descriptive du système verbo-temporel français. Ce principe est simple, et je tiens à le faire remarquer, extrêmement concret. C'est qu'il faut du temps à la pensée, si peu que ce soit, pour engendrer en elle le temps. Ce temps indispensable à la pensée pour engendrer en elle le temps constitue ce que j'ai appelé l'axe chronogénétique. Alors, on reviendra sur la notion d'axe chronogénétique parce que c'est une notion qui intervient dans la description du système verbo-temporel. Mais ce que je veux souligner ici, c'est cette idée qui est dite ici, il faut du temps à la pensée pour engendrer en elle le temps. En fait, ce qui s'est produit, c'est que lors de la conception et de la rédaction du livre Temps et Verbe en 1929, Guillaume a eu cette idée, il travaillait donc sur les modes et les temps. Bon. Donc, en quelque sorte, sur la représentation et sur l'expression du temps dans les langues. Et en travaillant sur cette question, il a eu cette idée que pour concevoir le temps, pour se représenter le temps, eh bien, il faut du temps. En fait, que l'opération mentale de représentation du temps, en tant qu'opération mentale, c'est une opération qui elle-même prend du temps. Bon. Et en fait, c'est ça qui va être, c'est cette idée, assez géniale, il faut le reconnaître, qui va être à la base de tout le modèle guillaumien. C'est-à-dire cette idée que dans la description linguistique, tout ce qu'on décrit, toutes les entités linguistiques, mots, morphèmes, phrases, sont en tant qu'entité le résultat de certaines opérations, et que ces opérations peuvent être décrites selon leur déroulement temporel. C'est ça donc l'idée générale de base. Donc, il faut du temps à la pensée pour engendrer en elle le temps. L'expression du temps dans les langues repose sur une certaine représentation du temps. Alors, cela suppose l'opposition langue-discours sur laquelle je vais revenir dans un instant. La représentation du temps est un processus mental qui se déroule lui-même dans le temps. Et donc, ce temps de la construction des représentations est appelé, dans le cadre de ce modèle, le temps opératif. Le temps opératif, c'est le temps de construction des représentations. Alors, voici comment Guillaume se représente ou théorise l'opposition entre langue et discours qui vise à se substituer à l'opposition entre langue et parole chez Saussure. Vous connaissez cette opposition entre langue et parole chez Saussure. La parole, c'est une utilisation du système de la langue, une utilisation individuelle. Il y a un certain nombre de formules dans le cours de linguistique générale qui donnent l'impression que ce qui est important, c'est la langue, la linguistique de la langue, et pas la parole. Bon. L'inconvénient du mot parole, c'est qu'il donne l'impression qu'on est limité à l'aspect auditif de la manifestation linguistique. Alors que la manifestation
l'emploi d'une langue, à un moment donné, peut très bien être une manifestation écrite. Donc, l'idée ici, c'est que vous avez ce symbole-là, comme ça, c'est un symbole que Guillaume reprend aux mathématiques, c'est le symbole de l'intégrale, hein, en mathématiques, le symbole de l'intégrale. Avec cette idée de dire que le langage en activité, c'est-à-dire le langage dans sa totalité, c'est l'intégrale de deux choses. C'est-à-dire, en gros, ça regroupe deux choses. Ça regroupe des faits de langue et des faits de discours. Ou un fait de langue et un fait de discours. Donc le fait de langue, il aboutit à des représentations qui sont dites instituées parce que, au fond, c'est ce qui est stabilisé dans une langue. Par exemple, le vocabulaire, par exemple, l'existence de certains mots grammaticaux, etc. Bon. Mais l'intervention du temps opératif dont je parlais il y a un instant se manifeste ici par le fait que ces représentations sont le résultat d'actes de représentation. Donc cette flèche ici, elle représente le temps opératif, le temps qu'il faut pour aboutir à des représentations instituées. Mais là, on est au niveau de la langue, hein, pas, c'est-à-dire au niveau de la langue non utilisée par personne, si vous voulez, hein, la langue en elle-même. Bon. Et le fait de discours, ça va être, le discours pour Guillaume, c'est une utilisation momentanée, ponctuelle, par quelqu'un de la langue. Hein. Donc lorsque quelqu'un parle, écrit, etc., là, c'est un phénomène de discours. Donc vous voyez que discours a un sens plus large que simplement le discours lorsqu'on parle, je ne sais pas, d'analyse de discours. Bon. Bref, ce fait de discours, pour Guillaume, il part des représentations, donc on a en nous des actes de représentation qui aboutissent à des représentations instituées, et ces représentations, elles-mêmes, peuvent donner lieu à des actes d'expression. Vous voyez qu'il y a une opposition entre acte de représentation et acte d'expression qui recouvre l'opposition entre langue et discours. Ici, là, ce que j'ai mis en très gros, langue et discours, ça n'est pas dans le schéma, hein, c'est juste une décoration, si vous voulez. Ça n'a pas à intervenir. Donc, le fait de discours lui-même contient la flèche du temps opératif. Hein, parce qu'un fait de discours, à partir de représentations instituées, ça prend aussi du temps. Donc l'acte d'expression prend aussi du temps pour arriver à l'idée exprimée. Donc, lorsque quelque chose est dit ou écrit, il faut d'abord remonter, pour le comprendre, il faut remonter en amont des actes d'expression et pour aboutir aux représentations, et ensuite remonter en amont des actes de représentation. Voilà pour l'opposition langue-discours. On peut aussi cette opposition décrire de la façon suivante, en prenant en considération, si vous voulez, une opposition entre ce que Guillaume appelle le côté pensée et le côté parole, donc les actes qui vont être d'expression ou de prononciation au niveau du discours ou au niveau de la langue. Donc, alors, rappelez-vous, hein, on a d'abord la langue qui ensuite donne lieu à des faits de discours. Bon. Donc, ici, on a au niveau de la pensée, c'est-à-dire quand on est au niveau de la pure signification, quand aucun signifiant n'a encore été utilisé. C'est ça, le côté pensée, il n'y a pas de signifiant,
c'est du pur signifié, et côté parole, c'est le côté signifiant. Donc, côté signifié ou côté pensée, on a au niveau de la langue des actes de représentation, donc ça reprend ce qui est dans le schéma précédent, et puis des actes d'expression. Et on a la même opposition au niveau du signifiant. Ici, des actes de représentation aboutissant à ce que Guillaume appelle des conditions idéales de prononciation, c'est ce qu'il appelle la parole psychisée. Ne retenez pas ça, c'est un terme de l'époque. Ici, ce qu'il vise, c'est simplement le niveau phonologique, c'est le niveau des phonèmes, donc qui est le plan de la langue. Et ici, on a le niveau phonétique, c'est-à-dire le niveau de la réalisation des phonèmes, niveau du discours. Donc, si je vous donne ce petit tableau, c'est pour vous dire que cette distinction fait de langue, fait de discours, s'applique à la fois au signifié et au signifiant. Au signifié, on a vous voyez, parce qu'on a cette notion d'idée exprimée. Donc on a d'abord des actes de représentation, puis des actes d'expression qui aboutissent à une idée. Et au niveau du signifiant, on a des actes de représentation qui aboutissent en fait à des phonèmes et des actes d'expression qui aboutissent à des réalisations phonétiques. Alors, maintenant, pardon. Une fois qu'on a mis en place cette distinction entre langue et discours, on peut introduire une idée qui est donc une idée majeure qui résulte de l'application du concept de temps opératif à la méthodologie de l'analyse linguistique. L'idée générale, c'est que à partir du moment où le temps devient un paramètre de la description linguistique, à partir du moment où le temps devient un paramètre linguistique, un paramètre de la description linguistique, ce qui va se passer, c'est que tous les mots vont être, toutes les entités linguistiques vont être décrites selon un mouvement temporel, d'accord ? Mais là, l'élément nouveau, c'est que les différences qu'on va observer vont être rapportées à des différences dans le moment d'interruption de ce processus temporel. D'accord ? Donc vous avez par exemple ici un mouvement de pensée, donc par exemple donc une opération de représentation, au même sens qu'on a ici un acte de représentation, un mouvement de pensée, c'est-à-dire la construction d'un signifié, si vous voulez, la construction d'un signifié, pour le dire d'une manière la plus simple possible. Une opération de construction d'un signifié. Bien. L'opération de construction du signifié, là où ça devient concret dans l'analyse linguistique, c'est que cette opération va pouvoir être interrompue plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. C'est ce qu'on appelle ici les saisies. Saisie 1, saisie 2, saisie 3, saisie N. Donc si vous voulez, quand vous avez une signification qui est en cours de construction, au départ, cette signification, elle est imprécise, et petit à petit, elle va se préciser. Et donc, en fonction du moment où on arrête ce processus, eh bien, on va aboutir à une idée plus ou moins élaborée, disons moins élaborée si on arrête le processus au début, et plus élaborée si on arrête ce processus à la fin. En termes d'opposition langue-discours, cela veut dire que lorsqu'on est dans un acte de langage, on va être amené
pour aboutir à des idées exprimées, à des phrases prononcées, etc., à interrompre le processus de pensée générale qui correspond aux représentations instituées en langue. D'où le fait que à partir du moment où on est dans une saisie, où on arrête ce mouvement de pensée, on passe de la langue au discours. Le mouvement de pensée lui-même, tel qu'il est disponible lorsque je maîtrise une langue, ce mouvement de pensée, bon, on va voir par exemple, j'anticipe un tout petit peu, mais on va voir dans le cas du système de l'article, que l'article indéfini 1, UN, pour Guillaume, c'est un mouvement de pensée qui va vers le particulier. Bon, admettons cela, je vous expliquerai le détail plus tard. Admettons qu'on décrive le sens de cette façon-là. C'est-à-dire, je dis, c'est quoi le sens du mot 1 en français? Je dis, et si je suis guillaumien, je vais dire, le sens du mot 1, c'est un mouvement de pensée qui va du général au particulier. Ok? Voilà, c'est ça, le mot 1. Eh bien, ça c'est le moins dans sa généralité. Mais quand je vais employer le mot 1 dans telle ou telle phrase, dans tel ou tel énoncé, eh bien, ce mouvement général qui va vers le particulier, il va être interrompu, soit d'une manière précoce, soit d'une manière tardive. Vous allez voir, et on va examiner ce système plus en détail, soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, que si je dis, par exemple, un étudiant entra dans l'amphi et fit claquer la porte, je parle d'un étudiant bien particulier. Si je dis un étudiant doit venir en cours pour écouter et pas pour faire ses courses sur Internet ou répondre aux SMS de ses copains, là je ne parle pas d'un étudiant en particulier, je parle d'un étudiant en général. D'accord? Donc un étudiant entra, un étudiant doit faire ceci ou cela. Bon. Eh bien, en fait, vous voyez que j'ai employé le même mot, mais que selon son emploi, il a un sens complètement différent. Si je définis l'article indéfini comme l'article 1, comme un mouvement qui va du général au particulier, je vais dire que dans l'emploi générique, quand je dis un étudiant en général doit faire ceci ou cela, ou fait ceci ou cela, j'ai interrompu d'une manière précoce ce mouvement de particularisation. Tandis que quand je dis un étudiant précis est entré, etc., j'interromps de manière tardive ce mouvement de particularisation. Et donc, quand je passe de 1 au sens de mot de la langue française non encore employé, qui a comme... oui, étudiante qui va faire claquer la porte, va passer par l'autre côté. Non, je ne vous ai pas enfermé pour vous infliger de la linguistique, je vous rassure. Oui, donc, quand on considère l'article indéfini 1 dans sa généralité non encore employé comme un simple mouvement de pensée qui va vers le particulier, je suis au niveau de la langue. Et quand j'utilise le mot 1 en effectuant une saisie sur ce mouvement de pensée plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, je suis au niveau du discours. Et donc je disais que si je définis l'article 1 comme un mouvement de pensée qui va vers le particulier, ce mouvement, si je l'interromps très tôt, il est encore près du pôle général, il n'est pas encore arrivé au pôle particulier, donc j'ai un 1 qui a une valeur générale, mais si je l'interromps tard, ce mouvement de particularisation, eh bien je vais avoir un sens plus spécifique, comme quand on dit un étudiant entra. Bon. Donc, vous voyez, et ça c'est vraiment le cœur, si vous voulez, de la méthodologie guillaumienne, c'est d'essayer
d'analyser en particulier donc les mots grammaticaux, donc les unités qui relèvent de la sémantique grammaticale, sous forme de processus qui prennent du temps, et l'analyse va reposer sur le fait que ces processus sont interrompus à un stade plus ou moins précoce ou plus ou moins tardif de leur développement. Donc, comme dans le cas de l'article indéfini. Bon, donc, quand on verra les différents système du mot, système de l'article, système du verbo-temporel, vous verrez des applications à chaque fois de ce principe-là. Donc c'est ça le principe de base qu'il faut vraiment maîtriser. Alors, quand je disais, je prenais cet exemple de l'article indéfini, en disant qu'on a d'un côté, en langue, le sens général du mot un, qui est d'être un mouvement de particularisation, un mouvement de pensée qui va du général au particulier. Ce que je décris ainsi, c'est le signifié de puissance de l'article 1. Le signifié de puissance, ça veut dire simplement le signifié en langue. Et lorsque je dis que le mot « un » a une valeur spécifique dans l'exemple « une étudiante voulut sortir et ne parvint pas à ouvrir la porte », c'est une étudiante bien particulière, je parle ici non plus du signifié de puissance, mais du signifié d'effet du mot « un ». Quand je dis que l'article 1 a une valeur générique dans un étudiant doit écouter son professeur, pour prendre un exemple particulièrement ridicule et bateau, j'utilise là un autre signifié d'effet. Je décris un autre signifié d'effet. Donc il y a un seul signifié de puissance de l'article indéfini et plusieurs signifiés d'effet en fonction de l'emploi, bien sûr. Mais dans le modèle guillauméen, ces signifiés d'effet proviennent du fait qu'on a interrompu le processus de construction de la représentation, plus ou moins tôt ou plus ou moins tard. Bon, donc ça c'est pour la distinction entre signifié de puissance, qui est le mouvement lui-même, qui est le sens en langue du mot, et puis le signifié d'effet, qui résulte de l'emploi du mot. Alors, on peut ajouter, et c'est ce que j'avais proposé dans un livre que je mentionne ici, mais que vous n'êtes pas du tout obligé de lire, je vous donne juste ce schéma, parce que c'est un schéma, enfin, je vous donne cette référence juste parce que le schéma vient de ce livre, mais vous n'êtes pas du tout obligé de regarder ça. Cette distinction peut être encore raffinée, c'est-à-dire qu'au niveau des signifiés d'effet, on a encore des groupes de signification qu'on peut redécomposer encore à un autre niveau qu'on appelle les effets de sens. C'est-à-dire que, par exemple, un article en emploi spécifique, certes, va pouvoir être employé dans un emploi spécifique, mais avec des effets de sens particuliers, selon le mot, selon le contexte, enfin, selon le nom que l'article détermine, selon le contexte, etc., etc. Alors, là, c'est une idée que vous avez, je suppose, maintenant bien comprise, cette idée d'omniprésence du temps opératif. Cette diapositive-là vise simplement à vous donner la schématisation du temps opératif en linguistique guillaumienne.
ça, ce petit schéma, alors, qui va donc de l'universel au singulier, j'ai mis particulier, mais disons il y a deux couples qui sont utilisés d'une manière plus ou moins différente dans ce genre de schéma. C'est le couple universel singulier ou général particulier. Bon, il y a cette opposition qui est fondamentale pour Guillaume entre l'universel et le singulier, ou entre le général et le particulier. Bon, là, on a universel particulier, je changerai ça dans la diapositive, c'est vrai que c'est pas tout à fait heureux. Alors, c'est un schéma général qui s'applique à un très grand nombre de cas, que Guillaume considère donc comme un opérateur de structure qu'il appelle le tenseur binaire. Alors parfois on dit le tenseur binaire radical pour dire qu'il est à la racine de toutes sortes de phénomènes, mais donc disons simplement le tenseur binaire. Ce tenseur binaire se présente donc sous la forme suivante, avec ces deux mouvements fondamentaux. Donc vous voyez, vous avez en haut le pôle de l'universel, et en bas le pôle du particulier. Donc si vous voulez, l'axe vertical, c'est l'axe, il y a l'universel ou le général en haut et le particulier en bas. D'accord ? Et il y a sur cet axe temporel là deux mouvements. Un mouvement qui part de l'universel pour aller vers le particulier, donc une sorte d'universel 1 qui va vers le particulier, et puis un autre mouvement qui va du particulier ou du singulier pour aller vers l'universel, qui est ici appelé universel 2. Donc c'est un double mouvement de pensée, un mouvement de pensée qui va du général au particulier, puis du particulier au général, ou de l'universel au singulier, et du singulier à l'universel. Et donc ce schéma, on va le retrouver dans toutes sortes de descriptions de la linguistique guillaumienne. Pourquoi ? Eh bien parce que pour Guillaume, c'est un schéma qui vise à visualiser une sorte d'opération fondamentale de l'esprit humain qu'il appelle l'aptitude à contraster. Il dit l'esprit humain ne peut pas, sans cesse, faire des sortes de contrastes, d'aller-retour entre l'universel et le singulier. Alors, y a-t-il des questions sur ce modèle ? Bon, je reprendrai donc la semaine prochaine en vous montrant donc des illustrations, le système du mot, le système de l'article, le système du verbe. Ok, eh bien, donc j'interromps le cours un peu plus tôt que d'habitude pour que ceux qui le souhaitent puissent aller à cette cérémonie d'hommage.